Si vous voulez bien, nous allons reprendre. Et donc, la parole est à Mélanie Lebihan, mais à Roger Gilles aussi, puisque c'est un duo que nous avons là, sur la visite en EHPAD et expérience de la pandémie et de la cellule d'écoute et de dialogue éthique. Nous vous écoutons. Est-ce que c'est bon? Oui, parfait. Merci. Oui, désolée, j'y tiens. Mon prénom, c'est Miliani. Alors, on fait en début d'après-midi une petite immersion, un retour en arrière pour exprimer à nouveau ce qu'a été l'expérience de la cellule d'écoute et de dialogue éthique qui a été mise en place pendant la pandémie. C'était un duo initialement prévu avec le docteur Geneviève Demour, qui est vice-présidente de l'association France Alzheimer et qui malheureusement assiste aujourd'hui aux obsèques d'un être proche. Donc on pense bien à elle. Et comme à chaque fois que j'ai besoin d'un soutien, il vient à mon secours. Monsieur le professeur Gilles va m'accompagner et m'épauler dans cette présentation, puisque nous avons été en première ligne ensemble. Donc printemps 2020, début de la pandémie liée au Covid. L'espace de réflexion éthique de Nouvelle-Aquitaine, que j'appellerai ERENA, que vous connaissez maintenant, est associé par l'ARS au dispositif d'appui territorial de crise, qui s'appelait donc DATAC. C'est un groupe de travail dédié aux recommandations et aux situations vécues au sein des établissements médico-sociaux. Le directeur de l'autonomie et de l'offre de soins de l'ARS, son équipe, des représentants des usagers et un représentant de l'ERENA qui est à côté de moi, forment et composent ce dispositif. Au fil des semaines, à l'occasion de réunions parfois pluri-hebdomadaires, les nombreuses tensions observées entre les équipes d'EHPAD et les proches des résidents sont remontées du terrain auprès donc de ce dispositif d'appui de l'ARS et conduisent à réfléchir, puis à l'élaboration du projet de création d'une cellule d'écoute et de dialogue éthique, qu'on appellera donc la CED. La mise en place de cette cellule donc, est confiée par l'ARS à l'ERENA et à l'association France Alzheimer. Je vais vous faire passer la première diapo. Et à l'association donc, France Alzheimer. Et comme son nom l'indique, ce dispositif assez original souhaite répondre surtout à un besoin d'écoute et de dialogue qui devient prégnant dans ce contexte de crise sur le terrain et dans chaque établissement médico-social. En effet, les mesures sanitaires prises, nombreuses, interprétées différemment, parfois perçues comme excessives, fluctuantes en fonction de l'évolution de la pandémie, entrent en tension avec les souhaits, le bien-être des résidents d'EHPAD et leurs proches, et génère des sentiments d'incompréhension, pouvant parfois aller jusqu'au conflit et à la rupture de dialogue. Après l'été 2020, des voix s'élèvent de plus en plus fort, dans la presse ou ailleurs, et pour rappel, un rassemblement de familles de résidents d'EHPAD manifeste devant le ministère de la Santé à la fin de l'été et dépose un cercueil symbolisant les résidents décédés non pas de Covid, mais d'absence de liens familiaux et sociaux. Le 29 octobre 2020, un communiqué de presse de l'ARS sort qui annonce la création d'une cellule d'écoute et de dialogue éthique en Nouvelle-Aquitaine afin de faciliter les échanges entre les EHPAD et les familles.
Il a très vite été clair que cette cellule avait une portée assez originale, la prise en considération des doléances des familles et des proches, l'écoute mutuelle ouvrant à un dialogue. France Alzheimer, qui sort également son propre communiqué de presse, précise, et je cite, « Il s'agit d'écouter les souffrances des familles, les interrogations des directions d'établissements et des équipes, les explications de tous les intervenants afin de réfléchir ensemble, d'essayer de trouver un consensus, de désamorcer les conflits toujours préjudiciables pour les personnes malades, tout en prenant en compte l'importance de la sécurité sanitaire et celle des risques psychologiques des résidents et des personnels soignants. » Alors, comment cette cellule a-t-elle fonctionné ? D'abord, c'était un lieu d'entrée unique avec un numéro de téléphone et une adresse mail qui a été mis en place et qui a été très largement diffusé. Le quotidien de la petite équipe de l'ERENA qui était derrière cette porte d'entrée unique s'est alors transformé, prenant parfois le visage d'une plateforme téléphonique. Nous avons été très sollicités. Et je me permets là un rapide parallèle avec une série que je regarde actuellement et qui s'appelle Les Demoiselles du téléphone, qui est une série espagnole qui raconte l'histoire de 4 femmes dans les années 20 en Espagne et qui travaillent dans une compagnie de téléphone. Cette série décrit le mouvement féministe à l'époque en Espagne, mais également et surtout, pour ce qui nous concerne, le début du téléphone, un outil extraordinaire qui révolutionne la manière de communiquer à distance à l'époque, non plus avec des signaux, mais en s'exprimant avec sa propre voix et ses propres mots. Donc la dimension de la communication est tout autre. On peut accueillir le vocabulaire choisi, les respirations, les pauses, le dit, le non-dit, et parfois même les pleurs de son interlocuteur, ce qui a été souvent le cas pour nous. Donc ça me permet de remercier et de souligner que les demoiselles du téléphone de la SED s'appellent Lydie Bretagnon, Lucie Guichard, Théo Artis, Geneviève Demour, Roger Gilles, Emiliani Le Bihan et d'autres représentants de l'ERENA et de France Alzheimer. À l'autre bout du fil, des familles, des proches, des directeurs d'EHPAD, des médecins coordonnateurs, des infirmières, des psychologues. Nous y avons passé énormément de temps et en fonction du contenu des premiers entretiens, de façon à chaque fois adaptée au cas par cas et en concertation entre les membres de la cellule d'écoute et de dialogue éthique, plusieurs suites pouvaient être données. Une simple écoute, un renseignement sur les recommandations ministérielles en vigueur, un contact avec l'EHPAD, une remontée parfois anonyme auprès de l'ARS ou de la délégation départementale de l'ARS concernée, ou alors l'organisation d'une conférence téléphonique qui rassemblait simultanément, à l'aide d'une petite manip, une petite plateforme, à la fois la famille, les proches, la direction et l'équipe de l'EHPAD et des membres de la cellule d'écoute et de dialogue éthique. Ces conférences téléphoniques avaient une organisation à peu près similaire, une durée d'1 heure, qui donnait l'occasion d'abord aux familles et aux proches de s'exprimer, ensuite à l'équipe de l'EHPAD, avec en fin d'entretien une mise en perspective, des échanges et un regard éthique le plus souvent porté par le professeur Gilles. Dans 10% des saisines, nous avons organisé cette conférence téléphonique. Donc c'est en essayant de se mettre dans cette posture d'écoute active au téléphone que nous avons pu accueillir et recueillir environ 140 témoignages. Vous voyez les quelques chiffres avec une évolution sur le petit graphique à l'écran, ce qui a concerné environ 15% des EHPAD de Nouvelle-Aquitaine. C'est un exercice exigeant, très chronophage, qui implique de la patience, de la concentration, de l'empathie, pour recevoir tout type d'émotions,
allant de la colère à la tristesse, tout type de sentiments, allant de la culpabilité à l'inquiétude et parfois à l'occasion de plusieurs longs échanges pour une même situation. Nous avons pu même créer des liens avec certaines familles qui nous rappelaient, qui nous tenaient au courant, qui nous envoyaient des nouvelles de leur maman ou de leur papa qui étaient résidents dans les structures. La mission de la SAID a été facilitatrice sans pour autant avoir de pouvoir décisionnel. Elle a permis la prise en considération des questions et des souffrances, la reprise du dialogue, la possibilité de se mettre à la place de l'autre. Et parfois, des réajustements concrets ont pu se mettre en place, mais en tout cas, à chaque fois, une forme d'apaisement des souffrances sans pour autant faire disparaître toutes les tensions. En effet, pendant les périodes de confinement ou de restriction des visites, beaucoup de familles se sont senties coupées de leurs proches, dépossédées, impuissantes et peu entendues. De façon symétrique, les équipes d'EHPAD ont souffert de la peur du cluster, de la pression, d'une augmentation importante de leur charge de travail, du devoir de faire appliquer des mesures contraignantes. La restauration d'un lien dans ce contexte très lourd, sans forcément apaiser les tensions, a été notre priorité. Au-delà de cette mission d'écoute, il était également fondamental de pouvoir retranscrire et garder la mine d'informations qui nous était livrée pour ensuite en faire une analyse qualitative et une analyse éthique. Ainsi, chaque saisine a fait l'objet d'une retranscription la plus fidèle possible. Chaque conférence téléphonique a fait l'objet d'un compte-rendu et d'une analyse. Chaque période trimestrielle a fait l'objet d'une synthèse adressée à l'ARS et l'ensemble des témoignages a fait l'objet d'une étude qualitative à l'appui d'un logiciel spécifique. L'analyse des résultats a permis la rédaction d'un rapport que vous pouvez consulter sur le site web de l'ERENA et qui met en évidence que dans 77% des témoignages, la visite était la préoccupation centrale. Sous cette préoccupation centrale, de multiples déclinaisons. La fréquence des visites, la durée des visites, les conditions des visites dans les chambres, dans les espaces collectifs, avec le plexiglas, avec des mesures, barrières parfois assez originales, la suppression des visites sur certaines périodes, le port des masques, les difficultés engendrées par le port du masque pour les proches, et des situations particulières, évidemment, des visites des corps des personnes décédées pendant cette période en EHPAD. Donc voilà, je vous ai posé un petit peu le contexte et les modalités de fonctionnement et la vie un petit peu de cette cellule d'écoute et de dialogue éthique qui nous a beaucoup occupé pendant quelques mois. Et je laisse le professeur Gilles décliner maintenant. Donc ça, c'est un nuage de mots. Voilà, je ne vous l'ai pas mis. C'est un nuage de mots qui montre bien sur tous les témoignages qu'on a eus que le mot visite est celui qui revient et qui est le plus central. Je laisse donc la parole à Monsieur Gilles sur les motifs de saisine qui ont tourné autour de la visite, que nous avons essayé de décliner assez schématiquement, mais pour pouvoir vous montrer ça simplement, quelles ont été les grandes thématiques de ces motifs de saisine. Est-ce que c'est possible en 10 minutes? Excusez-moi, je suis l'horloge. Bien, écoutez, je vais chausser les souliers de Geneviève Desmours, qui ne peut pas être là, puisque
Elle assiste aux obsèques d'un être très cher. Et finalement, vous pardonnerez mon verbe s'il est parfois hésitant, parce que par fidélité à elle, je n'ai rien changé au diaporama qu'elle avait présenté, ce qui d'ailleurs n'est pas une prouesse, compte tenu que nous avons travaillé ensemble dans cette structure ternaire qui associait l'ERENA, l'Agence régionale de santé qui était en retrait, et puis l'association France Alzheimer. Nous avons eu effectivement l'opportunité d'être pris dans la vague de l'angoisse générale par suite d'une espèce d'alignement des astres. Et c'est vrai que je dois rendre un hommage à M. Laforcade, directeur qui était le patron de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine, qui nous a permis, en participant au dispositif d'accès aux crises, d'avoir une vue globale sur Nouvelle-Aquitaine, sur l'ensemble des 12 départements. Donc ça a été une période assez intense qui nous a permis d'additionner un nombre considérable de témoignages pour ensuite déboucher sur la cellule d'écoute et dialogue éthique. Vous avez aussi remarqué que cette cellule n'est pas une cellule de médiation. Nous savons que la médiation est à la mode, qu'on fait des diplômes. Moi, évidemment, ma culture, c'est la neuropsychiatrie, et je préfère Carl Rogers, c'est-à-dire l'écoute. Voilà, c'est une écoute d'écoute et de dialogue éthique. Ça veut dire qu'il faut laisser les gens s'exprimer et pas trouver des solutions. On s'en fiche des solutions. On n'a pas à faire, en plus dans le climat très mobile, mais il faut laisser simplement aux gens la capacité de se reparler et d'exprimer leur souffrance. C'est ça la philosophie essentielle. Bon, après passer ce petit coup de sang, je voulais juste qu'on revienne sur ce nuage de mots. Nous avons essayé d'appliquer des statistiques dites semi-qualitatives. Voilà, donc comme quoi, il faut se remettre à la science, même tardivement. En fait, il ne faut jamais la quitter, quoi. Et vous voyez, à la fois dans ce nuage de mots, le mot visite, comment il surgit, c'est-à-dire l'amplitude des mots, c'est le nombre de fréquences d'utilisation dans les témoignages spontanés, donc c'est bon. Et je vous fais remarquer, regardez le mot famille, descendez de 2 échelons au-dessous de visite, et après vous avez maman, et un peu en haut, et à droite vous avez mère, et un peu en haut vous avez fille. Nous avons réalisé là, de manière, j'allais dire scientifique, l'importance de la dyade mère-fille, qui, quoi qu'on en dise, transcende le temps, et qui est apparu l'élément essentiel à la fois de souffrance et aussi d'espérance de cette situation. Regardez en bas le mot chambre, ces chambres que l'on a fermées alors qu'elles devaient être le lieu, et puis en haut le mot direction, bien sûr, parce que les directions d'EHPAD étaient dans une situation difficile. Il leur fallait appliquer des consignes, transformer consignes nationales tombées d'en haut, que l'ARS devait transformer, mais beaucoup d'EHPAD aussi devaient tenir compte de la vie des groupes qui sécrétaient, les groupes d'EHPAD, les groupements d'EHPAD, leurs propres règles. Et donc il y a eu un écartèlement des directions d'EHPAD. Donc effectivement, bon. Et puis, bon, nous avons un dernier point sur, on pourrait en parler 3 heures, donc il reste 7 minutes, mais le mot vacciner est extrêmement important. Si vous saviez combien la vaccination a représenté une espérance déchue, et oui, déchue aussi, voilà, c'est exactement ça, puisque tout le monde espérait qu'avec la vaccination... Oui, c'était bien. Pour un psychiatre, c'est bien. Alors écoutez, on a un psychiatre dans la salle. Alors je vous donne l'explication. C'est Jacques Lacan. Tout acte manqué est un discours réussi. Donc vous voyez que j'ai réussi mon discours. Voilà. Et par ce retour aux sources. Voilà. Et effectivement, le vaccin représentait une espérance. L'espérance que tout allait redevenir comme avant, et hélas, rien n'est redevenu comme avant, en dépit
du vaccin. Mais nous savons qu'il empêchait les formes graves et il n'est pas question de revenir là-dessus. Nous ne voulons pas terminer la nuit à la pierre levée. Enfin, il faut dire que la pierre levée chez nous n'existe plus. Alors, les 4 grands motifs de saisine exprimés par les proches, on les a artificiellement regroupés en 4 thématiques: le confinement, l'isolement, le déficit d'information, les visites masquées et puis la mutilation des rituels de la mort. Voilà. Alors, première thématique, le confinement, l'isolement. Évidemment, les recommandations avaient une valeur très faible au point de vue juridique, puisque, je sais pas, même quand on n'est pas juriste, je sais pas, il y a les lois, les décrets, les arrêtés, les circulaires. Là, on était au-dessous des circulaires, quoi. Mais plus on est au-dessous, plus ça s'impose, semble-t-il, et plus ces recommandations, arrivées, le dimanche soir, devaient être réinterprétées par chaque agence régionale de santé, qui devait ensuite les irriguer. Et comment des recommandations pondues d'en haut peuvent s'appliquer à chaque situation particulière. Donc effectivement, la difficulté a été les modalités concrètes d'interprétation de ces recommandations. Bien sûr, évidemment, le mot geste barrière, vous savez, était revenu de manière obsessionnelle, quoi. Freud parlait d'une névrose de répétition, nous l'avons eu en plein, quoi. Geste barrière, on ne savait plus ce que ça voulait dire, mais évidemment, il fallait faire la chasse au non-respect des gestes barrières. Alors que les personnels d'EHPAD avaient tant de choses à faire, il a fallu en plus les transformer en surveillants pour éviter évidemment l'indiscipline des familles qui osaient risquer s'approcher et de toucher un vieux, quoi. Bon. Et puis alors, nous avons vu aussi un vieux, oui, absolument, oui. Et je répéterai encore pas assez. Parce qu'il y a une dimension éthique de cet après-midi très importante. Et puis alors, il y a eu, quand on essaie de classer les sentiments, la souffrance, le chagrin, la culpabilité, la colère, l'exaspération, l'inquiétude, la tristesse, la révolte, la peur, la détresse, et bien évidemment, nous croulons sous ces témoignages qui expriment ces sentiments très divers. Maman en détresse psychologique, consciente de la situation, isolée, elle sombre dans une dépression. Trop protéger nos aînés ne va peut-être pas entraîner leur mort par la Covid, mais par la solitude. L'isolement les tuera sans doute plus que le Covid. Malheureusement, mon papa est mort d'isolement et de nutrition. Elle régresse, elle est anxieuse, elle est isolée. Que voulez-vous, je pourrais passer l'après-midi à vous donner ces témoignages qui ne peuvent pas être faux parce qu'ils viennent du cœur. Ils illustrent ce qu'on a dit ce matin. Voilà. Et puis alors, effectivement, les familles, beaucoup de familles ne comprenaient pas. Incompréhension face à des mesures qu'elles jugeaient disproportionnées, mais surtout variables d'un lieu à un autre. Évidemment, monsieur le ministre Olivier Véran disait toujours « le responsable final, c'est le directeur d'EHPAD ». Oui. Sauf que le directeur, il a le groupe au-dessus de lui, alors je ne sais pas où est vraiment, sauf qu'un directeur d'EHPAD dans un CHU, il dépend de la direction générale du CHU, et on est en train d'inventer des marionnettes responsables, ou des gens qu'on emprisonne dans une responsabilité qui n'est pas la leur. Mais enfin, comment le pays légal peut-il être à une aussi grande distance du pays réel? Et donc, ces directeurs d'EHPAD se sont trouvés avec un poids considérable sur leurs épaules. Et puis évidemment, le manque d'humanité, le manque de compassion, ça c'était le vécu des familles. On ne veut pas dire par là qu'il y a eu manque d'humanité, mais nous sommes là au niveau d'un ressenti. Deuxième thématique importante, c'est le défaut d'information. Défaut d'information, oui, c'est... Alors évidemment, il y a eu des informations, mais comment faire pour qu'il y ait des informations et que les familles ne ressentent pas un manque d'informations? Et puis aussi, les familles comparaient que les recommandations étaient interprétées de manière différente, à droite et à gauche. Comment est-il possible
nous n'y reviendrons peut-être pas, qu'on puisse, même dans un pays jacobin, dire une demi-heure par personne 2 fois par semaine. Au nom de quoi? Enfin, comment peut-on, comme ça, fixer les besoins du haut? Alors évidemment, perte de confiance, et puis alors, perte de confiance, et vous savez, ces fameux conseils de la vie sociale. Oui, il y a quelques EHPAD où ils ont fonctionné, bien sûr, on voit ce qui ne marche pas, 15% des EHPAD. Mais il y a des EHPAD où c'était très, très difficile. Qu'est-ce qu'un conseil aujourd'hui de la vie sociale? Et j'espère qu'on va enfin se repencher sur le rôle réel à assigner dorénavant à ces conseils de la vie sociale, même si on ne les appelle pas. Et puis alors, il y a eu un écartèlement tel, vous comprenez, entre certaines directions. Nous avons entendu un directeur nous dire « je ne peux m'occuper que du collectif ». Oui, parce qu'il avait tout le monde qui lui faisait pression. Et cet écartèlement avec le personnel, avec les familles, avec les résidents. Ce qui nous a aussi beaucoup frappé, c'est vraiment l'utilisation du vocabulaire carcéral. Le vocabulaire carcéral a été utilisé extrêmement souvent par les familles. Bon, là, nous n'y pouvons rien, c'est un fait d'observation. Mon père ne paye pas 2500 € par mois pour être séquestré. L'EHPAD est redevenu une prison. Maman est enfermée, vous voyez, le vocabulaire, à clé en chambre, selon elle. Nos proches sont donc enfermés. L'univers d'enfermement actuel. Voilà, on peut comme ça multiplier les exemples. Et on voit très bien l'acuité qu'a pris ce vocabulaire de privation des libertés. C'est dommage parce que les EHPAD sont des lieux d'humanité quand même, voilà. Mais qu'il y a eu une conjonction d'événements qui a conduit à ces situations. Et puis, il ne faut pas manquer aussi, semble-t-il, de faire un focus sur les visites masquées. Bon, là, Geneviève a eu tout à fait raison de le mettre, c'est quelque chose dont nous avons beaucoup parlé. Il y avait plusieurs problèmes. Il y avait d'abord la tolérance du masque par les résidents, surtout Alzheimer. Ça, c'est un premier point. Mais il y a surtout le masque, et on a eu bien du mal à le faire comprendre. Mais vous savez, c'est difficile de parler d'un fond de province, quoi. Mais on a eu du mal à faire comprendre que la difficulté essentielle, c'était pour une personne âgée Alzheimer de voir en face d'elle quelqu'un de masqué. Puisque le masque abolit la reconnaissance des émotions, de la plupart des émotions, et donc empêche l'empathie, et donc transforme tout à coup les personnes en un acmé d'angoisse. Alors effectivement, saisissant l'angoisse dans le visage de leurs proches, eh bien, les visiteurs tombaient le masque. Et là, on leur tombait dessus, en les taxant d'indiscipline. Et puis, on a vu, effectivement, des gens privés de visite, puisque le masque était tombé, donc il y avait un risque de Covid, donc il fallait une quarantaine, tout à coup. Et oui, allons-y. Et alors, la grande déception, ça a été l'inertie-mètre à promouvoir les masques transparents. Au moment même où les masques transparents avaient un coefficient de filtration égal aux masques opaques, on a continué à privilégier les masques chinois qui sont arrivés en masse chez nous. Avec France Alzheimer, plusieurs départements avaient commandé des masques transparents et puis... comme les recommandations ne parlaient pas des masques transparents, on a ordonné aux visiteurs de revêtir le masque chinois arrivé avec l'empreinte carbone, que vous imaginez de très loin. Maman en EHPAD ne me voit qu'avec mon masque depuis 1 an, elle me demande de lui montrer mon sourire, qu'elle en a besoin. Alors j'achète des masques inclusifs et je me rends toute heureuse à l'EHPAD, où la directrice refuse et m'oblige à porter un masque chirurgien. Ben oui, pauvre directrice, c'était pas écrit dans les recommandations.
Alors, comment faire? Matériel dont la qualité de filtration, dit cette famille, est inférieure à celui que je voulais porter. C'est vrai que c'était un comble, on a marché sur la tête. Et alors, paradoxalement, nous avons vu quand même dans notre République que chez les malentendants, nul n'aurait osé interdire le masque transparent parce que les malentendants auraient été bloqués. Donc là, on n'a rien dit. Mais les vieux, oui, on pouvait continuer d'imposer le masque transparent parce que les vieux ne parlent plus. Et puis chez les autistes, heureusement que chez nos enfants autistes, on n'a pas interdit les masques qu'on a laissés, les masques transparents, mais les vieux, eux, sont vulnérables totalement, et peut-être d'abord par notre société. Les règles sanitaires et le protocole strict posent un certain nombre de problèmes, notamment vis-à-vis des résidents qui souffrent de maladies neuroévolutives, nous dit une famille. Il y a l'énergie du désespoir pour capter le regard. Mais comment ne s'est-on pas révolté? Comment était-ce possible d'accepter cela, malgré les supplications pour des masques transparents? Voilà. Alors, quatrième thématique, il ne faut pas que je dépasse, Christian. Ah oui. La mutilation des rituels de la mort. C'est tellement important. L'être humain est, de toute l'histoire de la phylogénèse, le seul être vivant qui enterre les morts. La ritualité de la mort, on ne peut pas y toucher. Mais comment a-t-il été possible, qu'on ne puisse pas dire un dernier adieu quelques secondes à un défunt, qu'on ait précipité des corps dépourvus de toilettes mortuaires, qui est, pour un soignant, l'acte de soin majeur de la fin de vie, précipités avec leur bave, leurs sécrétions, nus, dans des housses plastiques, en demandant même au personnel de faire des photos. Mais de quel droit? Qui? Jamais les recommandations n'ont parlé de photos, mais l'imagination est intense. Et l'imagination, voilà, nous sommes serviles sans doute parce que, oui, c'est dit, c'est fait, il faut le faire. Alors que quelqu'un de mort ne respire plus, il est moins contaminant que quelqu'un qui est en fin de vie qu'on autorisait à accompagner quelques secondes. Voilà, si vous voulez, quelques-unes des dispositions où l'humanité a été ratée. L'humanité a été ratée parce que ceci a généré, et vous l'entendrez tout à l'heure, puisque nous aurons la chance d'avoir à la fois Laurent Frémont, qui a conduit la mission ministérielle sur la visite, et j'espère Alice Cassagrande, qui en a été la muse, l'inspiratrice en quelque sorte, et qui a généré des deuils impossibles dont aujourd'hui encore nous avons les séquelles. Alors, je pense qu'après cela, il n'y a plus grand-chose à dire, sauf à penser que ceci ne doit plus advenir de nouveau, car il faut quand même avouer qu'il y a eu une prise de conscience. Quand la loi du bien vieillir, même disputée un instant par les sénateurs et les députés, s'est accordée sur 2 points fondamentaux. Le premier, c'est le droit inaliénable de visite, ce qui n'a pas été souligné dans la presse, je le regrette, mais c'était fondamental. Et le deuxième point fondamental de cette loi, en première lecture en quelque sorte, c'est qu'il a fait l'objet d'aucune dissension, c'est de remplacer le terme de prise en charge par le terme d'accueil et d'accompagnement. Donc je pense que notre République est aussi capable de progrès, mais que nous, citoyens, nous avons un droit fondamental, c'est le droit de résistance. Ce droit de résistance n'est pas le droit d'une transgression quelconque, c'est rendre respect à la République que de dire à une République « vous ne pouvez pas vouloir le malheur de nos enfants ».
des citoyens doivent penser dans le respect, penser dans la courtoisie, mais dire il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. Et d'ailleurs, l'expérience montre que la République arrive à le comprendre, mais à condition que les citoyens se lèvent, qu'ils ne soient pas des moutons, vous comprenez ? Oui, la République est capable de le comprendre, puisque le Conseil d'État a annulé toutes les dispositions qui avaient restreint la ritualité de la mort. Nous avons la chance d'être dans une République où on nous demande à nous, citoyens, que d'avoir le courage d'exister. Alors, existons. Ça méritait d'étendre. On est un peu étendu au niveau des horaires, mais surtout que ça valide ce qu'on a dit ce matin, tout simplement.